parfait. Donc, on teste juste la connexion aussi audio. Là, tout le monde devrait nous entendre maintenant. Bien sûr, ceux qui ne nous entendent pas. On a eu quelques soucis ces derniers jours avec WebEx. Donc, si jamais on aura une solution de secours, si vous deviez ne pas entendre l'audio, ou tout d'un coup, quelque chose devrait aller de travers, on a une autre invitation dans Teams qu'on peut vous envoyer en cours de route si on a des soucis. C'est déjà arrivé une fois, c'est pour ça que je le mentionne maintenant. Mais voilà, on croise les doigts, ça a l'air de fonctionner très bien pour le moment. On est connecté depuis un moment déjà avec mon collègue Lionel Wilhelm et moi-même, donc Joël Grenu de 4FEM Suisse à Renan. Donc on va faire ce webinaire aujourd'hui sur les nouveautés de l'indice 2020 R1. Donc je vais te passer la parole Lionel, comme ça on peut démarrer donc, sur cette présentation qui va nous occuper 1 heure ensemble dans cette excellente après-midi ensoleillée. Très bien, merci beaucoup Joël. Bienvenue à tous pour ce webinaire d'update d'Indice 2020 R qui concerne donc les nouveautés et les développements dans Mechanical principalement. Alors peut-être juste un petit mot qui concerne 4FEM. Donc dans ce webinaire, on a beaucoup de participants qui sont en France, beaucoup de participants en Suisse. C'était rappeler un peu la structure de 4FEM très brièvement. Donc, nous, on représente aujourd'hui 4FEM francophonie, donc, qui regroupe la Tunisie, la France et la Suisse. Voilà, c'était juste un petit mot pour 4FEM francophonie qui croît maintenant de manière assez accélérée depuis une année avec l'arrivée de 4FEM France et nos collègues à Lyon. Donc, je vais commencer avec les nouveautés qui concernent Mechanical. Tout d'abord, c'est la chose la plus frappante quand on ouvre Mechanical 2021. La manière dont on sélectionne les entités géométriques a changé. Elle a changé dans le sens où on a désormais un outil qui s'appelle Smart Select qui permet en fait de sélectionner tout type d'entités, c'est-à-dire des sommets, des faces ou des arêtes. Et suivant où on se trouve, eh ben, on va pouvoir sélectionner la bonne entité, ce qui nous évite en fait de devoir aller sélectionner, donc, comme vous voyez ici, les anciens boutons qu'on avait auparavant. Une nouveauté aussi dans Mechanical, désormais, on peut créer et éditer en fait des sections pour les éléments de poutre. Donc on n'est plus obligé de les créer dans Design Modeler ou SpaceClaim. On peut désormais directement tout faire dans Mechanical. Donc ça se fait simplement qu'un clic droit sur le modèle, insertion, section, et on peut choisir en fait parmi tout un panel de sections prédéfinies dont les géométries sont paramétriques. Donc on peut les visualiser à l'aide d'une nouvelle vue qu'on appelle profil, ce qui est représenté sur cette slide. Et donc ici on reconnaît toutes les dimensions en fait, de mon profilé qu'on peut aller éditer pour avoir exactement ce qu'il nous faut. Une autre nouveauté dans Mechanical concerne l'import de données externes. Donc, par données externes, j'entends des modèles qui viennent d'autres logiciels comme SAMSEF ou Abacus par exemple. Désormais, on peut simplement faire un glisser-déposer d'un modèle externe dans la fenêtre de Mechanical qui va nous permettre de l'importer. Avec cette nouveauté vient aussi en bêta cette fois la possibilité d'importer des modèles externes mais directement à l'aide de scripts. Donc on voit ici le nouvel éditeur de script. On va y revenir juste à la slide d'après. Donc on voit cet éditeur de script en fait. Avant c'est ce qui s'appelait la console ACT. Elle a été remplacée par cet éditeur qui ressemble furieusement à l'éditeur de script de SpaceClaim. Avec la possibilité désormais de créer directement des boutons. Donc qu'est-ce que ça veut dire?
C'est-à-dire, je vais écrire un peu de script ici. Donc le langage, c'est du Python. Et donc l'API en fait de Mechanical est exposée en Python. On code une petite séquence et ensuite on peut directement la sauvegarder sous forme de bouton qui est ensuite disponible dans l'onglet Automation qui viennent se rajouter ici en fait. On a des boutons définis par l'utilisateur qu'on peut ensuite s'échanger. Donc on peut exporter un bouton et le réimporter. Donc au sein d'une entreprise, on peut très bien imaginer avoir plusieurs boutons qui correspondent à des tâches bien spécifiques et comme ça se les partager entre collègues. Donc on a les combinaisons de solutions, donc une jolie amélioration. Déjà l'interface graphique en fait a changé, c'est-à-dire qu'on peut créer plusieurs combinaisons de solutions différentes à l'aide du même objet, ici Solution Combination. C'est celui qu'on voit ici. Ça, c'était déjà présent dans la version précédente. Et maintenant, on a un nouveau type de résultat, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir le maximum, par exemple ici, des déformations sur toutes les combinaisons qu'on a définies. Donc ça nous permet en fait d'avoir une visualisation de différentes combinaisons sur une même vue. Ce qui, pour des analyses de résistance en tout genre, est bien pratique. Alors, une petite nouveauté pour les gens qui utilisent Mechanical depuis longtemps et qui sont longtemps fâchés avec ça. Il n'y avait pas la possibilité en fait de créer plus que 6 sections, plus que 6 coupes différentes dans la vue de Mechanical. Désormais, on peut en créer beaucoup plus que 6, mais on peut en activer que 6 en même temps. Donc ça évitera des erreurs bêtes ou simplement un comportement tout à fait inattendu, qui est que à l'époque, quand on avait directement 6 plans de section, dès qu'on essayait d'en rajouter un septième, il se passait rien. Donc voilà. Maintenant, mise à jour concernant les matériaux. Donc dans les engineering data qui sont exposés dans Workbench, qui donnent accès en fait à tous les matériaux qu'on va pouvoir utiliser dans notre simulation structurelle, plusieurs modèles de matériaux étaient disponibles en APDL, donc pour le solver, mais n'étaient pas exposés dans l'interface graphique. Dans cette nouvelle version, ANSYS a fait beaucoup d'efforts pour exposer justement tous ces modèles de matériaux directement dans le engineering data. J'en profite aussi pour mentionner l'existence d'une bibliothèque de matériaux suite au rachat de ANSYS. Donc ANSYS a racheté une société qui s'appelle Granta. Granta qui s'est spécialisée dans la compilation de données matériaux pour toutes sortes de matériaux. Et donc on a un Granta Materials Database directement accessible dans les engineering data, avec des données donc mécaniques pour plusieurs dizaines voire centaines de matériaux différents. Si on passe maintenant à Bonjour, l'optimisation. allô? Oui, oui. Juste par rapport à cette base de données, donc elle est accessible sans surcoût, Alors il y a une partie qui est accessible sans surcoût, effectivement. Elle est disponible directement dans les engineering data. Et ok. donc il y a d'autres licences qu'on vend qui vont augmenter évidemment cette base de données et qui vont permettre aussi l'accès à d'autres outils tels que Granta Selector ou Ok. ce genre d'outils. Et dans la base de et dans la base de données, il y a tout ce qui est données fatigue et tout ça ou pas? Alors pour certains matériaux oui, pour d'autres non. On a des courbes Excel pour un certain nombre de matériaux, mais pas pour tous. Alors, excusez-moi, je vous propose de conserver vos questions pour la fin. Donc, on va passer un moment à la fin pour répondre aux questions. Voilà, donc Ça je marche. demande juste Merci pour tout le monde. pour la Mais clarté. merci. Oui, merci. Euh, donc concernant l'optimisation topologique, donc on a une amélioration qui concerne en fait le transfert d'une solution d'optimisation topologique à
validation. Donc très brièvement, pour replacer le contexte, on va définir, donc quand il s'agit d'optimiser topologiquement une pièce, on va définir ici la zone de travail. C'est tout le domaine dans lequel on peut envisager d'avoir de la matière. On va placer des contraintes et des supports. Et ensuite, on va demander au logiciel, typiquement, de réduire au maximum le volume de la pièce ou la masse de la pièce sous certaines contraintes. Ensuite, ça va être le résultat. Donc, on a simplement ici conduit une analyse statique structurelle, suivie d'une analyse d'optimisation topologique. Et ensuite, une fois qu'on a notre solution qui est censée être optimale, on a envie de la revérifier, évidemment, pour savoir si nos contraintes ont vraiment été respectées. Et donc, ici, c'est là qu'on a une nouveauté. Vous voyez ici, sous Topology Density, on a un petit objet qui s'appelle Smoothing, qui va nous permettre de lisser la solution et de la transférer directement dans un nouveau modèle mécanical, où on n'aura pas besoin de redéfinir en fait les conditions aux limites et les supports. Certains réglages de maillage sont aussi insérés de manière automatique. On a un nouveau critère, donc un nouveau critère d'optimisation qu'on peut définir, qui avant était bêta, si je ne me trompe pas. Donc on peut demander au logiciel d'aller tailler dans la masse, de sorte à avoir une force de réaction qui est plus grande qu'un seuil ou plus petite qu'un seuil. C'est à votre convenance et suivant les besoins en fait de la simulation. Et donc ici, c'est ce qu'on voit. On impose en fait une force de réaction sur la face A ici, ou une force de réaction sur la face B, ou une combinaison des deux. Donc voilà, ça c'est un nouveau critère qu'on peut utiliser en fait pour l'optimisation topologique. Maintenant, il y a un nouveau type d'optimisation topologique. Donc ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en fait, c'était de définir un champ de pseudo-densité qui est entre 0 et 1, qui va prendre une valeur 1 quand on est sûr qu'on veut de la matière à cet endroit-là, et 0 quand on est sûr qu'on ne veut pas de matière. Puis ensuite, on va donner un critère, typiquement le lieu des points où la valeur de ma pseudo-densité vaut 0,5, va donner en fait ma forme optimisée. Il y a un nouveau type d'algorithme d'optimisation qui est basé plus sur de l'optimisation de forme, c'est-à-dire où le logiciel va venir déplacer les nœuds. Alors, c'est exactement l'exemple qu'on voit ici. En fait, on va partir d'un maillage et on va venir le déformer. Ici, on vient maximiser la rigidité en assurant un volume qui est en tout cas 50% plus petit que le volume initial. Alors, on voit ici des mailles très très déformées. On va très rapidement passer en revue les avantages, enfin les différences entre l'optimisation basée sur une pseudo-densité ou alors sur de l'optimisation de forme, où on va bouger les nœuds. Donc effectivement, on va bouger les nœuds, c'est vraiment un changement très fondamental en fait entre les deux méthodes, c'est-à-dire quand on va faire de la pseudo-densité, nos nœuds vont pas bouger, on va simplement rajouter un champ par-dessus. Quand on va bouger nos nœuds, ça va aussi nous donner en fait la possibilité d'avoir des formes beaucoup plus lisses à la fin. Et donc on n'a plus vraiment d'approximation de la géométrie optimisée, car justement, on vient exactement déplacer les nœuds comme on veut, selon certains critères. Une autre différence assez importante est que quand on va venir déplacer des nœuds par rapport à une pseudo-densité, on ne va pas pouvoir changer la topologie. Et donc on ne va pas pouvoir créer de trous, par exemple, au milieu de notre structure. Donc voilà, c'est l'introduction d'une autre manière d'optimiser
des formes structurelles. Donc maintenant, on va peut-être s'attaquer à un gros chapitre qui est le chapitre des contacts dans Mechanical. Au niveau des contacts, on a plusieurs avancées. Donc on avait une fonctionnalité qui avait été introduite seulement dans le solver, donc on y avait accès exclusivement avec des commandes APDL. Maintenant, elle était exposée dans l'interface graphique. Ça consiste à séparer en fait les zones de contact de sorte à améliorer les performances du solver quand on calcule sur plusieurs cœurs. Donc voilà, ça, on va simplement dans les réglages de l'analyse, dans les options avancées, on a la séparation des contacts et on peut le mettre sur on ou off à votre convenance. Donc quand on a des contacts symétriques, c'est-à-dire qu'on va créer une couche d'éléments cibles, une couche d'éléments contacts sur chacune des surfaces, une amélioration qui a été faite est que chaque paire de contacts va avoir les mêmes caractéristiques, alors qu'auparavant, chaque paire de contacts avait des caractéristiques qui pouvaient potentiellement être différentes. Ça va permettre en fait d'avoir des résultats de bien meilleure qualité par rapport à ce qu'on avait. Maintenant, concernant la précontrainte, ou précontrainte de vis le plus souvent, donc jusqu'à maintenant, donc la précontrainte de vis, hein, très brièvement, on va prendre ici une face cylindrique, la découper, et on va venir faire s'interpénétrer les deux surfaces de sorte à obtenir une précontrainte, enfin la précontrainte voulue. Il y avait quelques problèmes en fait avec les grandes déformations par rapport à la formulation qui était utilisée jusqu'aujourd'hui. Maintenant, ces problèmes sont en tout cas partiellement réglés par le fait d'utiliser des éléments MPC, donc Multi-Point Constraint, entre les deux surfaces. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir découper notre vis ici, définir deux surfaces, mettre un élément MPC entre deux, et ce qui va permettre de régler la précontrainte. Alors, qu'est-ce que ça va donner très concrètement? C'est-à-dire que avant, quand on venait effectuer une rotation de notre géométrie, eh ben, on avait des changements au niveau des contraintes quand on faisait une rotation de corps-rigide. Ça ne devrait pas être le cas. Et avec l'utilisation de MPC, on n'a plus ce comportement. Donc c'est exactement... C'est exactement ce qu'on voit. Je suis obligé de revenir en mode normal pour vous montrer la petite vidéo. Donc on voit ici des contraintes qui changent avec une rotation de corps solide, alors qu'avec la nouvelle méthode, ça n'est plus le cas. On va voir une nouvelle manière en fait de définir la gestion des interférences. Alors, c'est quelque chose d'assez fort, et je pense en particulier aux gens qui sont dans l'horlogerie. Ici, j'aimerais venir précontraindre ce ressort, donc ça c'est la forme naturelle de mon ressort, et en vrai, il est pris en fait dans cette goupille. Donc pour modéliser ça, je vais définir un contact entre ma goupille et mon ressort, et je vais lui demander en fait d'aller les remettre ensemble. Et voilà ce qui se passe. Et ensuite, je peux déplacer ma goupille. C'est quelque chose de très très fort. On voit ici un autre exemple avec un joint simplement qu'on vient mettre en place. C'est quelque chose de très efficace. Donc ici, c'est un petit exemple qu'on a construit avec mon collègue Bernard Fayard sur une pièce d'horlogerie où on vient exactement voir la mise en place en fait d'un contact, d'un ressort avec une goupille.
Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en termes de convergence, on a quelque chose de beaucoup plus lisse et de beaucoup plus efficace. Ici, il nous a fallu 75 itérations pour converger, alors qu'auparavant, après 100 itérations, on n'y arrivait pas. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Très brièvement, ça va être, on va simplement insérer une commande APDL sous le contact, et on va venir changer des constantes réelles de ce contact. Donc ici, on va venir dire au final à quel load step on a envie d'établir ce contact, et de venir pré-contraindre le tout. Et on va dire pendant combien de temps, sur combien de temps cette pré-contrainte doit s'étaler. Une autre amélioration au niveau des contacts, donc ici ça concerne exclusivement une formulation pure penalty, donc par pénalité pure, c'est pas du Lagrange augmenté. Dans la mise à jour en fait de la rigidité ici, donc on va mettre à jour la rigidité de contact, soit à chaque itération, et il y a une nouvelle option, c'est Each Iteration Exponential, donc qui va nous permettre d'introduire une relation exponentielle entre la pénétration et la pression de contact. Donc ça va aider vraiment à réduire grandement en fait la pénétration, avoir des résultats localement plus fiables avec des modèles de pénalité. Et donc voilà, ici on va mettre une rigidité de contact maximale admissible dans notre snippet APDL. Alors, au niveau de la convergence et du solver, il y a un nouveau critère en fait qui est calculé, qui permet en fait de converger de manière un peu plus intelligente et plus facile, et à la fin en fait de se retrouver avec des critères de convergence beaucoup plus serrés que ce qu'on faisait avant. Donc ici on voit l'exemple fait par Indice où on avait 2 bisections et des critères qui doivent quand même beaucoup augmenter afin de permettre la convergence. Donc ici, on n'a pas du tout ce comportement et ça va nous éviter en fait d'avoir des problèmes qui ont l'air convergés mais qui ne le sont peut-être pas tout à fait, qui introduisent des erreurs. L'introduction d'un nouveau type d'élément, donc les câbles 280. Donc ici on a quelques exemples. Je pense le plus joli étant celui-là, je vous le montre. Ça nous permet de venir torsader en fait un câble. Donc voilà, simulation en fait du formage de ces câbles les uns avec les autres et de la manière dont ils sont torsadés. Donc on va simplement venir attribuer une section à ces câbles. Et ensuite, on va pouvoir leur imposer, comme à des éléments de poutre au final, différents types de contraintes. Pour les analyses couplées, donc multiphysiques, donc maintenant c'est possible d'avoir des éléments qu'on va appeler multiphysiques, qui sont exposés dans l'interface graphique d'ailleurs, qui vont permettre d'avoir des degrés de liberté structurels plus des degrés de liberté thermique par exemple. Donc maintenant, pour ces types d'éléments particuliers multiphysiques, on peut désormais coder soi-même des matériaux, des modèles matériaux avec usermat et des modèles thermiques avec usermat term, donc des sous-routines qui doivent être codées en Fortran. Typiquement, on va utiliser ce genre d'éléments couplés avec des modèles bien particuliers pour tout ce qui est processus de formage ou processus de fabrication.
il y a la possibilité en fait d'avoir du remaillage adaptatif en fonction de la solution, aussi avec des grandes déformations désactivées. Ça peut être utile quand on a effectivement des petites déformations, mais pas mal d'erreurs parce qu'on a des concentrations de contraintes. Ou ce genre de choses. Alors, l'introduction de CMS pour les modèles de spectre. On va définir un response spectrum, une analyse spectrale. Une analyse, oui, effectivement spectrale qui va se baser sur une analyse modale. On va essayer de déterminer en fait la réponse structurelle à un spectre donné. Et donc maintenant, ce type d'analyse supporte des composants CMS qui sont en fait des composants, des modèles d'ordre réduit en fait basés sur des analyses modales pour certaines pièces d'un assemblage. Depuis Maxwell, on peut importer un champ de force volumétrique. Donc voilà, quand on fait des analyses couplées électromagnétiques structurelles, désormais on peut venir importer un champ de force, ce qui n'était pas possible avant. Pour tout ce qui est superposition modale, on peut essayer, pour gagner du temps, de pas faire ce qui s'appelle la passe d'expansion, donc d'expansion de la solution. Ce que ça va nous apporter en fait, on peut réduire le temps de solution et aussi gagner pas mal de temps sur ce qui est écrit et ce qui est lu par le solver. Donc au final, gagner pas mal de temps en fait sur notre simulation. Pour les simulations transitoires, on a maintenant la possibilité d'avoir des réglages en fait qui vont être basés sur le type d'analyse transitoire qu'on est en train de faire. Donc ça aide beaucoup en fait à la mise en place de simulations transitoires où on a plusieurs paramètres avec lesquels jouer pour garder la convergence tout en maintenant un temps de calcul raisonnable. Donc il y a plusieurs réglages prédéfinis qui ont été mis en place par ANSYS et qu'on peut venir choisir ici avec les Application Based Settings. Alors, ANSYS Motion, donc c'est un produit maintenant qui a été acheté par ANSYS il y a un petit moment, il y a un peu plus d'une année, qui permet en fait à la base de faire de la simulation multicore et qui permet aussi le calcul de pièces flexibles. Donc désormais, il y a une extension ACT qui permet d'ajouter des blocs ANSYS Motion et donc d'utiliser ce nouveau solver, mais tout en conservant en fait oui, la capacité de travailler dans un environnement qui est connu, c'est-à-dire l'environnement mécanical. Donc ici en fait, dans ANSYS Motion, ce solver a été racheté par ANSYS, mais ANSYS continue à le développer. Et donc il y a un nouveau modèle de sol. C'est assez particulier en fait, c'est prévu pour modéliser les interactions entre un véhicule et typiquement un 4x4 et le sol pour des applications de véhicules tout-terrain ou sur la neige. Une petite update qui concerne Discovery Live. Donc désormais, depuis Discovery Live, on peut directement exporter notre simulation dans Mechanical en conservant les études paramétriques, les matériaux, la géométrie, les chargements et les supports.
Et ensuite, on peut utiliser une ACT pour les réimporter directement dans Mechanical. C'est quelque chose de pratique et qui facilite en fait vraiment le workflow du designer qui utilise Discovery Live, qui peut donner ensuite ce fichier au simulateur plus expert pour faire une vérification de son modèle sans que le simulateur doive tout recommencer. Et ça évite aussi de faire des erreurs de modèle et que le designer ne soit pas basé sur les mêmes conditions que le simulateur pour la vérification de son design. Donc LSDNA, quelques mises à jour. Désormais, on peut importer dans LSDNA, on peut résoudre avec LSDNA, on peut importer dans LSDNA des champs de contraintes pour des simulations implicites. C'est pratique parce que quand on va faire du préchargement, puis ensuite la mise, on doit d'abord précharger, puis ensuite faire une simulation explicite. Le préchargement, on va peut-être préférer le faire en implicite, alors que le reste plutôt en explicite. Voilà, on peut venir importer en fait dans LSDNA les champs de contraintes calculés par la partie implicite. Donc par défaut, cette fonctionnalité est cachée, hein, et on va pouvoir l'activer en fait ici comme indiqué. En ce qui concerne la fabrication additive, donc, dans Additive Prep, donc qui est une autre partie de logiciel, on va pouvoir écrire des fichiers, des nouveaux types de fichiers en fait, pour des imprimantes 3D. On peut supporter les trees, et donc voilà, c'est aussi une manière de dire oui, on fait de la fabrication additive, on a plein d'outils, et on a aussi dans ces outils intégrés tous les processus en fait de l'impression jusqu'à un estimateur de coût. Donc beaucoup de choses nouvelles en ce qui concerne la fabrication additive. Ici typiquement Workbench Additive qui va nous permettre justement de faire des simulations structurelles très poussées dans le contexte de la fabrication additive avec des wizards qui facilitent en fait la mise en place de ces simulations, avec ici ce qu'on voit, l'import de supports en fait en STL et le couplage de ces supports avec notre géométrie de simulation. La possibilité dans Additive Print d'exporter les résultats pour directement les mettre dans Workbench Additive, donc d'un logiciel externe pour les intégrer dans Workbench à l'aide ici d'un modèle externe. Donc ici on voit dans les wizards en fait quelques mises à jour. Donc ici on voit en fait le processus de retrait en fait, assez intéressant. En ce qui concerne Material Designer, donc ça utilise l'interface de SpaceClaim en fait pour venir définir des matériaux sur lesquels on va simplement étudier en fait un volume élémentaire pour en extraire des grandeurs macroscopiques. Donc typiquement, on peut venir définir désormais un volume élémentaire qui est fait dans une structure de nid d'abeille. Donc ici, on peut définir plusieurs entités géométriques qui vont définir le nid d'abeille, comme l'épaisseur, la longueur des côtés ou l'angle des cellules. Ça va nous générer automatiquement notre volume élémentaire. Et on va pouvoir mener toute une batterie de simulations là-dedans
pour en déduire en fait les propriétés macroscopiques. Donc ça va être des propriétés linéaires élastiques pour l'instant. Et qu'on peut ensuite venir exporter dans des engineering data qu'on peut réutiliser pour évidemment d'autres simulations. Encore, j'aimerais peut-être juste brièvement introduire DCS, Distributed Compute Services. Donc, c'est un nouvel outil mis à disposition par ANSYS qui tend à faciliter en fait, qui tend à dissocier l'étape de pré-processing d'une simulation et l'étape de calcul. Et donc, l'idée étant de dire qu'on va pouvoir préparer sur une machine, ensuite on va lancer le calcul, et ce calcul peut être exécuté sur d'autres machines, sur un cluster, sur des instances Amazon Cloud, sur voilà, toute une foule de possibilités de calcul. Et donc, ce nouvel outil vient faire l'interface entre vous, les utilisateurs, et toute l'infrastructure de calcul qui pourrait y avoir derrière. Donc c'est vraiment toute une architecture qui peut ou pas se baser sur RSM, que vous connaissez sûrement. Donc ici, comme je le disais, on a vraiment le client qui va préparer ses modèles, qui peut préparer des modèles paramétriques avec plusieurs design points. On peut y inclure évidemment d'autres optimiseurs si on veut faire de l'optimisation. Et ensuite, on va transférer cette simulation au DC Services qui, lui, va se charger de faire exécuter ces calculs à toute une foule de ce qui va s'appeler des évaluateurs. Donc ça peut être des machines, ça peut être des machines Linux, Windows, des clusters, des ressources dans le cloud ou que sais-je. Et ensuite, justement, DCS, Distributed Compute Services, va permettre de rapatrier tous les résultats, de les trier et de vous les ramener en fait dans Workbench en important les design points qui sont évalués. Donc voilà, il y a toute une API qui a été codée avec ça, donc ça peut s'intégrer dans une foule assez grande de configurations différentes. Peut-être pour plus de précision, je vous encourage à soit appeler le support, soit contacter votre revendeur attitré, en tout cas celui que vous connaissez. Peut-être encore quelques mots. Donc CADFEM développe des extensions pour ANSYS. En particulier, c'est celle-ci dont j'avais envie de parler, c'est Bolt Assessment Inside ANSYS. Donc l'idée, c'est d'évaluer en fait la tenue de vis dans des assemblages vissés. Et donc ici, c'est un exemple d'utilisation pour vous montrer à quoi ça ressemble. On a un objet qui a un résultat customisé qui va nous montrer par exemple un facteur de sécurité ou qui va aussi prendre en compte des études de fatigue. Et on peut tout montrer ces résultats dans une table, montrer quelle vis va être la plus critique, quelle est la moins critique. Donc, toute une foule de critères pour déterminer de la tenue des assemblages vissés. Une nouveauté, c'est que jusqu'à maintenant, avec donc Baya, on pouvait seulement représenter des vis avec des éléments tridimensionnels, des éléments volumiques 3D. Maintenant, on peut aussi les représenter avec des éléments linéiques, donc des poutres, pour lesquelles on va attribuer des sections différentes. Donc c'est ce qu'on voit sur l'exemple ici. Ce qui va représenter quand même, vous me le concéderez, relativement bien une vis. Et quel est l'avantage de faire ça? Parce qu'au final, on va quand même péjorer la qualité des résultats. Ben, en termes de temps, voilà, pour ce modèle par exemple, on est passé de 3 heures de calcul à une demi-heure de calcul. Donc on a un énorme avantage, un énorme gain en termes de temps de calcul. Et
au passage, je mentionne l'utilisation faite d'un solver externe qui s'appelle Keysoft pour le calcul des vis. Pour plus d'informations, il y a un séminaire qui sera donné, évidemment en ces temps un peu difficiles, virtuellement. De nouveau, pour plus de renseignements, je vous invite à contacter soit le support, soit votre vendeur indice. Donc pour l'instant, j'en ai terminé avec les updates. Je voulais peut-être juste mentionner encore une fois donc les contacts pour 4FEM France. Je comprends que bah voilà, je pense qu'on est tous à la maison. On travaille depuis la maison et voilà, c'est difficile. Notre message, c'est de dire que nous, on est là, on est prêt à vous soutenir, surtout pour ce qui concerne la simulation, bien évidemment. Donc, que ce soit au support, que ce soit pour des demandes de séminaires particulières, effectivement, on a peut-être un peu plus de temps en ces moments un peu difficiles. Ou si vous avez des projets que vous vouliez faire depuis longtemps, mais que vous n'avez jamais eu l'occasion de vous pencher sur la question, bah, c'est peut-être une occasion pour nous demander un projet de consulting et puis commencer un mandat de calcul ensemble. Je mentionne aussi qu'on organise un autre webinaire sur les certifications dans le milieu nucléaire. Ça sera donné par nos chers amis d'EAES qui sont à Genève, en Suisse, et donc qui développent en fait une application, un plugin pour ANSYS, pour les applications spécifiquement nucléaires. Donc je mets le lien ici que vous retrouverez dans le PDF de la présentation. De nouveau, appelez le support si vous en avez besoin, que ce soit le support en France, le support en Suisse, et j'ai aussi mis les coordonnées du support allemand si vous en avez besoin. N'hésitez pas à nous appeler. Donc moi j'en